Après avoir analysé des sources ouvertes, j'ai créé une carte des pays où la Russie recrute des mercenaires pour la guerre en Ukraine. Et vous savez, l'ampleur est impressionnante. Cuba, Venezuela, Bolivie, Sierra Leone, République centrafricaine, Libye, Égypte, Éthiopie, Somalie, Burkina Faso, Érythrée, Soudan du Sud, Kenya, Congo, Liban, Syrie, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan, Afghanistan, Népal, Bangladesh, Inde. Et bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive. En effet, vous avez probablement remarqué récemment une augmentation du nombre de photos et vidéos montrant des visages d'apparence non slave dans les rangs des forces armées Fédération de Russie. Selon le Centre d'information de la Résistance, la partie russe a recruté au total environ 15 000 personnes de différents pays. En fait, le fait que les ambassades de certains des États susmentionnés aient officiellement exigé de Moscou qu'elles cessent de recruter leurs citoyens, et les services spéciaux indiens ont même dû mener une opération spéciale afin de démanteler tout un réseau impliqué dans le recrutement pour la guerre en Ukraine, tout cela indique clairement une ampleur sans précédent du recrutement. Ce sont des contractuels qui ont signé des contrats. Quelle est sa nationalité? Iranien. Jalidov Samir Gündüz Ogli, Kuspanov Aybolat, Zia Kemetovich, Hussein Mahmoud Mohamed Abbas, Syrien. Al-Shibli Wahid, Saïd Abrahim Dessouki Nour. Syrie, bien l'Égypte. Comme on dit, la Russie lutte pour les valeurs traditionnelles. D'ailleurs, c'est précisément pour cette raison que cette vidéo aura une piste de doublage en anglais. Je veux qu'elle soit vue en Europe et aux États-Unis par ceux qui considèrent Poutine et la Russie comme le dernier bastion du conservatisme. Donc je vous demande de partager la vidéo sur Twitter si vous y êtes inscrit, et je suis également obligé de vous rappeler à nouveau la nécessité de vous abonner à la chaîne. Cela aidera déjà à la diffusion de ce contenu. Merci d'avance. Alors, 15 000 mercenaires venus de dizaines de pays, toute une division. Et il semble évident que Moscou essaie ainsi de réduire la tension sociale à l'intérieur du pays, en essayant de trouver des dégénérés prêts à tuer pour de l'argent dans d'autres pays, afin de ne pas chercher de tels dégénérés dans le sien propre. Mais une question se pose, le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? Est-ce que 15 000 mercenaires venus du monde entier ne créent pas toute une série de difficultés, allant de la barrière linguistique aux problèmes logistiques? Le recrutement des combattants se fait via des sociétés écrans qui promettent aux ressortissants d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie la possibilité de gagner de l'argent. C'est une structure bien organisée qui collabore aussi bien avec la criminalité locale qu'avec des fonctionnaires corrompus. Et encore une fois, cela ne se passe pas seulement dans les pays du continent africain où l'influence politique des sociétés militaires privées russes est forte. Je vous cite un document officiel du Bureau central d'enquête de l'Inde, je laisserai spécialement le lien dans la description. Les trafiquants d'êtres humains agissaient comme un réseau organisé, attirant les citoyens indiens via les réseaux sociaux ainsi que par des agences locales proposant des emplois bien rémunérés en Russie. Après cela, les victimes indiennes de la traite suivaient un entraînement militaire et étaient envoyées de force sur des bases avancées en Russie, dans la zone de combat ukrainienne. C'est-à-dire, vous comprenez, le Kremlin n'a pas simplement organisé une campagne publicitaire sur Facebook. La Russie est impliquée dans la traite internationale des êtres humains, trompant les gens pour les envoyer à la guerre. Le ministère cubain des Affaires étrangères a officiellement déclaré qu'un réseau de traite des Cubains envoyés combattre en Ukraine opère depuis la Russie. Je le répète, c'est une déclaration officielle. Ce fait ne me surprend pas, et vous non plus, je pense. La Russie bombarde chaque jour des villes paisibles avec des missiles balistiques. Est-il surprenant que ces soi-disant défenseurs des valeurs traditionnelles s'adonnent aussi au trafic d'êtres humains? Changeons de sujet. Mais quel est le but de recruter des gens venus d'autres pays? En effet, Moscou n'a aucun intérêt à dégrader ses relations avec l'Inde, par exemple. Le recrutement de milliers d'Indiens est-il réellement plus crucial que les échanges commerciaux de 65 milliards de dollars avec Bharat? Ou avec d'autres États qui, manifestement, ne sont pas ravis que leurs citoyens partent faire la guerre dans un pays étranger. Vous ne voyez donc pas que nos garçons donnent leur vie? Ils ne font pas que prendre la parole, ils ne font pas que parler, ils défendent de leur vie le droit, non seulement du continent africain, mais de tous les peuples de notre planète à être libres. Et c'est ça l'essentiel. La pratique du recrutement de citoyens étrangers n'est pas une tentative de réduire la tension sociale dans le pays et de laisser une partie des hommes russes chez eux. Non, ou plutôt oui, mais seulement en partie. Vous savez vous-même comment la ressource humaine est utilisée dans l'armée russe, et 15 000 mercenaires n'auront pas vraiment d'impact sérieux sur la capacité de combat de l'armée russe. Et un tel nombre de combattants n'influence pas non plus les délais d'une mobilisation supplémentaire en Russie même.
En revanche, recruter et intégrer des combattants non russophones dans l'armée demande des efforts considérables. Mais le plus important, comme je l'ai dit plus haut, ce sont les risques politiques, qui sont assez élevés, comme dans le cas de l'Inde. Cependant, je n'ai pas inséré par hasard le discours de Maria Zakharova, qui affirme sans sourciller que la Russie bombarde l'Ukraine pour une Afrique libre. Non, ce n'est pas qu'un délire d'ivrogne, c'est une tâche primordiale pour la Russie, à savoir convaincre les pays du Sud global que la guerre en Ukraine est une guerre anticoloniale, menée contre un ennemi commun incarné par l'Occident. Et le recrutement de combattants venant d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie est l'un des moyens de résoudre cette tâche. En effet, de cette manière, les pays sont entraînés malgré eux dans une coalition supposément anti-occidentale qui, en réalité, n'existe toujours pas. À ce moment-là, il était difficile d'imaginer que les pays de l'OTAN, les États-Unis d'Amérique et les États européens interviendraient d'abord indirectement, puis directement dans ce conflit. D'abord certains missiles, puis des missiles plus puissants. Oui, c'est un point très important. Moscou n'avait vraiment pas prévu qu'autant de pays s'uniraient autour de l'Ukraine. Oui, je comprends comment cela sonne pour beaucoup, car franchement, le soutien de l'Occident est, disons-le gentiment, plutôt tiède. Mais dans les vidéos précédentes, j'ai essayé de vous expliquer la raison de cette prudence. Mais voyez-vous, il y a une subtilité. L'axe du mal, pour ainsi dire, s'est révélé encore moins uni dans ce domaine que le monde démocratique qui soutient Kiev. Vous devinez bien d'où le président tchèque Petr Pavel trouve des obus ? Comme l'écrit le Wall Street Journal, Petr Pavel réexporte depuis la République d'Afrique du Sud, qui fait partie des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Selon certaines informations indirectes, l'Inde, un autre membre de cette organisation, aurait également décidé de revendre des obus à l'Ukraine. Je ne serais pas étonné que la décision de New Delhi ait été influencée par le scandale lié au réseau de recrutement de mercenaires. Et d'où l'Ukraine obtient-elle des vues à la première personne des caméras pour ceux-ci, des drones de reconnaissance, des composants pour la guerre et le renseignement électronique, ainsi que des centaines d'autres éléments vitaux sur le front. Tout cela vient de Chine, ou pensez-vous que Pékin ne pourrait pas limiter l'exportation des mêmes Mavic et autoriser leur vente uniquement à la Russie ? Il pourrait le faire, ce qui serait catastrophique pour l'Union des républiques socialistes soviétiques. Heureusement, ils n'ont pas encore formé de coalition anti-occidentale. La Russie emploie tous les moyens pour impliquer un maximum de pays dans sa guerre criminelle, notamment en recrutant des citoyens de diverses nations. Bien sûr, une question se pose. Comment un État s'intègre-t-il dans l'orbite du Kremlin par le biais du recrutement de combattants ? Permettez-moi une courte digression à titre d'exemple. Si nous voulons vivre dans un monde équilibré qui prend en compte les intérêts de tous les peuples et avant tout de ceux qui vivent sur tel ou tel territoire, il faut tenir compte des sentiments, des projets et des aspirations de ces personnes. C'est sur ces principes que nous allons fonder notre politique à l'égard de cette région, ainsi qu'à l'égard de la Bosnie-Herzégovine et de la République serbe. Dans l'une de mes vidéos, j'ai déjà abordé la question de la République serbe, qui fait partie de la Bosnie-Herzégovine, en affirmant que c'est l'une des régions où la Russie va attiser les sentiments séparatistes. En fait, le criminel international Vladimir Poutine l'a déclaré explicitement lors de sa conférence de presse il y a 5 mois. En effet, le 5 avril, le président de la République a recommencé à aborder la sortie de la Bosnie-Herzégovine. Le bélier de cette idée, ce sont ces gars-là de la soi-disant organisation Honneur Serbe. Ces personnes-là. Et voici le chef de ce mouvement recevant une récompense des mains du général russe Valery Kaliakin. Les représentants de ce mouvement sont passés par le creuset de la guerre hybride russo-ukrainienne dans le Donbass, c'est évident. En fait, la guerre est un moyen idéal d'entraîner et de souder un collectif, capable, une fois rentré chez lui, d'organiser des cellules de combat pour influencer le cours politique des événements dans tel ou tel pays. Cependant, si ces organisations en Serbie et ses satellites résultent du passé, le recrutement de Cubains est un investissement pour l'avenir, abordé avec tout le sérieux requis. Regardez, selon les médias hispanophones, le recrutement des Cubains était assuré par une personne qui se présentait sous le nom de Diana Diaz. Cet homme explique comment les Cubains sont recrutés. Via une messagerie, il a contacté Diana, l'intermédiaire. Voici leur échange de messages. Je lui ai envoyé les documents, j'ai attendu les instructions suivantes et le billet d'avion pour la Russie. Voici Diana Gouyas, retrouvée grâce à une fuite de son numéro de téléphone dans un bureau de recrutement militaire russe. Et derrière elle, je suppose que c'est celui qui est venu défendre les valeurs traditionnelles en Ukraine. Et pour des tueurs comme lui, c'est une occasion de sortir de la misère. Dans cette même Cuba, où un salaire de quelques centaines de dollars est déjà une grande joie. Un contrat avec l'armée russe, où l'on paye plus de $2000, c'est pratiquement un salut.
C'est justement pour cette raison qu'il y a tant de volontaires. Son mari Enrique, autrefois maçon à Cuba, sert désormais dans l'armée russe. Ils ont pu se parler en visioconférence. L'homme en uniforme militaire montre le camp d'entraînement. J'ai su que le contrat était réel quand je suis arrivé. La Fédération de Russie m'a amené ici. Tous savaient pourquoi ils étaient revenus. De nombreuses enquêtes journalistiques similaires existent dans la presse internationale et hispanophone. Certains Cubains sont attirés par des offres d'emploi trompeuses dans des entreprises inexistantes, des postes tranquilles à l'arrière de l'armée russe, ou sont manipulés idéologiquement. L'ampleur du recrutement dans cet État insulaire est devenue si importante que même le ministère cubain des Affaires étrangères, pourtant ami de Moscou, a dû une nouvelle fois formuler une accusation officielle à l'encontre de la Russie. En effet, les représentants officiels de Cuba comprennent parfaitement ce qui se passe lorsque ces personnes rentrent chez elles. Même si on parvient à entraîner un insulaire à la guerre par la ruse, il finira tué ou deviendra un combattant aguerri. Il se liera d'une forte amitié avec ses compatriotes, probablement eux aussi enrôlés dans les tranchées par la ruse. Mais il fera aussi la connaissance de ceux qui sont venus consciemment tuer pour de l'argent. Et tout cela, une fois rentré chez lui, c'est un groupe soudé, bien organisé, avec de l'expérience au combat. Et surtout, ils gardent des liens solides avec leurs superviseurs russes. Ensuite, voici ce qui se produit. Nous sommes prêts à travailler ensemble pour développer la coopération commerciale et économique. Nous souhaitons un changement de politique. Des partenaires traditionnels nous tournent le dos, révélant nos véritables amis. Oui, pour que vous compreniez, à la table du palais du Kremlin est assis un criminel international, un terroriste notoire et un meurtrier, appelant au génocide d'une population entière. En face de lui est assis l'actuel président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, qui, en septembre 2022, a renversé le précédent dirigeant de ce pays africain, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, qui avait pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État survenu la même année, en 2022. Oui, il y a eu 2 coups d'État au Burkina Faso en un an, mais comme vous pouvez le voir, cela ne dérange pas Poutine, le grand défenseur du pouvoir légitime dans les autres pays. Cela s'explique simplement, le coup d'État a eu lieu avec le soutien de Tcheveka Wagner. C'est elle qui a entraîné les combattants de Traoré, qui a même reçu les félicitations d'Evgueni Prigojine. Mais feu Evgueni, à mon avis, a un peu menti en affirmant que le coup d'État avait eu lieu pour le bien du peuple du Burkina Faso. Après tout, en partie, il a aussi eu lieu dans l'intérêt des entreprises de Prigojine, qui ont obtenu des contrats pour l'exploitation des ressources minérales dans ce pays. Et bien sûr, il y a une multitude d'exemples de ce genre. Que dire de plus? J'ai même dessiné tout un schéma expliquant comment fonctionne le recrutement, la formation et la préparation des combattants. Comment ensuite ils se transforment en forces politiques qui, en fait, dirigent l'État. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes venant de différents pays sur le sol ukrainien devrait inquiéter non seulement Kiev, mais aussi d'autres capitales. Et en premier lieu, les capitales du Sud, car cette guerre ne vise pas seulement l'Ukraine. Et le fait que de nombreux pays indiqués sur cette carte aient refusé de participer au sommet pour la paix et n'aient pas soutenu l'Ukraine dans sa lutte pour la survie, cela ne fait que témoigner du manque de clairvoyance des élites politiques de ces pays. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec les étrangers, eux aussi dans la fosse? Les étrangers? Non, c'était comme s'il y avait des personnes à part chez nous. Ils étaient, intouchables d'un côté, mais on ne décidait plus rien pour eux, au maximum. Ce qu'on pouvait décider avec eux, c'était seulement ce qui allait arriver sur les positions. Les autres questions, c'était déjà... Combien avais-tu de frères noirs étrangers, enfin de vrais Russes? On nous en envoyait 14, mais ensuite, en quelques jours, ils les ont retirés. Parce que c'était difficile avec eux, ne connaissant pas leur langue, et eux ne connaissaient pas vraiment la nôtre, il y avait 2 interprètes, mais ce n'était pas suffisant. Dans une compagnie de 80 hommes, 14 étaient étrangers. Même s'ils ne comprennent pas un mot de russe, ils sont intouchables et sont supervisés directement par le commandement du régiment. Comme on dit, c'est ce qu'il fallait démontrer. Autrement dit, vous comprenez, pour Poutine, l'Ukraine est devenue un terrain d'entraînement, un camp où des combattants venus d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine reçoivent une formation. Dans sa quête de protection du Donbass, Mariupol, autrefois prospère, n'est plus que ruines habitées par des centres asiatiques. Il a tellement essayé de prouver que les Ukrainiens et les Russes sont des frères qu'il a amené en Ukraine
15 000 salauds immoraux prêts à piller, tuer et violer des Ukrainiens pour de l'argent. Il a tellement essayé de faire de la Russie une superpuissance, mais au lieu de l'économie, de la puissance douce, des technologies, éléments indispensables à toute superpuissance, il n'a appris qu'à intimider et terroriser ses voisins. Et puisque cette vidéo sera traduite en anglais, je voudrais m'adresser à ceux qui envisagent de signer un contrat avec les forces armées de la Fédération de Russie et de partir à la guerre. Ne le faites pas car c'est à vous de décider, vivre ou simplement crever sur la terre ukrainienne.